Saviez-vous qu'en Russie, jusqu'en 2011, toutes les boissons dont le taux d'alcool était inférieur à 10% étaient considérées comme des boissons non alcoolisées? Saviez-vous que la bière était utilisée par les habitants de Babylone comme un moyen de paiement? Saviez-vous que le fait de boire apportait au cerveau une forte dose en dopamine, l'hormone à l'origine du bonheur mais aussi de la dépendance? Va fermer sa gueule. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'alcool. Comme je l'ai fait pour d'anciennes vidéos, on va faire un tour du monde et des époques pour découvrir quelques anecdotes sur l'alcool un petit peu cocasses. Commençons par le commencement. Une légende ancienne raconte qu'un dieu aztèque se serait dit un jour: tiens, on a créé les hommes mais ils ont pas l'air heureux, vous savez ce qu'il leur faut? De l'alcool. Connaissez-vous donc le pulque? Il s'agit tout simplement d'une boisson traditionnelle alcoolisée mésoaméricaine qui provient de la sève de plusieurs types d'agaves. Les agaves, c'est ça. Voilà. Je vous l'offre. Le nom est d'ailleurs un dérivé du mot nahuatl pour dire décomposé. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Voici donc notre personnage principal, Quetzalcoatl, le dieu certainement le plus connu des légendes amérindiennes, le serpent à plumes. Son équivalent maya a même eu droit à sa représentation dans les derniers films Marvel, c'est un dieu aztèque. Un chroniqueur français qui serait né en 1516, et donc qui aurait rédigé ses écrits pendant la conquête du territoire américain, qui s'appelle André Thévet, nous a rapporté la légende qui nous intéresse aujourd'hui, celle de l'origine du pulque, qui est l'équivalent du vin dans la religion catholique au final. Suite à la création des êtres humains, les dieux décidèrent de réjouir les hommes pour qu'ils prennent plaisir sur Terre, et comme ça, ils pourraient louer les dieux. Quetzalcoatl eut donc cette idée d'alcool, et il emmena sur Terre avec lui une déesse de la fertilité nommée Mayahuel. Sur Terre, les deux compères se métamorphosèrent en arbres, et la famille de Mayahuel s'est donc mis à la traquer dans un excès de tristesse et de fureur. D'ailleurs, la famille de Mayahuel sont appelés des Tsitsimim. Oui, on dirait plus un nom de Pokémon qu'autre chose. Bref, ces Tsitsimim retrouvent les arbres et détruisent l'arbre de Mayahuel. Pourquoi? Je sais pas compris non plus. D'ailleurs, une autre version voudrait qu'en voyant sa mère arriver, Mayahuel serait sortie elle-même de l'arbre, et sa grand-mère l'aurait enlacée avant de la donner à manger à ses frères. Le plus important maintenant, c'est que le mélange du sang de Mayahuel et de l'arbre peuvent créer le pulque. Quetzalcoatl, plein de tristesse, a donc planté les os restants de Mayahuel dans le sol, et ainsi pu pousser le premier agave. Et si vous avez suivi, c'est avec cette plante qu'on crée le pulque. J'ai terriblement envie de goûter désormais. Enfin bon, en gros, c'est une sorte de tequila, quoi. Selon d'autres sources, ce serait Tepoztecat, celui qui a les cheveux au miroir, qui serait le véritable inventeur du pulque. Après, ça ferait plutôt sens parce que c'est un dieu associé à l'ivresse pour les Aztèques. Mais d'un autre côté, on parle d'une culture qui comptait pas moins de 400 dieux de l'ivresse, appelés les Senzon Totochtin. Si vous arrivez à dire ce mot, vous le ressortez en soirée, vous arriverez peut-être à briller l'espace de 5 secondes. D'ailleurs, pour l'anecdote, notre cher Quetzalcoatl est aussi le dieu à l'origine de la nourriture à travers de la légende de la montagne de maïs. Je devrais vraiment faire une vidéo exclusivement sur les légendes aztèques un jour. Mais pour l'instant, rapprochons-nous de nos jours pour que je vous raconte une histoire qui s'est passée au début du 19e siècle. En 1814, dans un quartier malfamé de Londres en Angleterre, une brasserie nommée la Horse Show Brewery, je ne ferai pas d'effort sur l'accent, met au point une bière brune. Il faut la faire brasser plus de 10 mois dans des cubes de 6,5 mètres de haut. Et dans la Horse Show Brewery, je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité, mais on parle de près d'1 million de litres de bière. Imaginez-vous 1 million de briques de lait. Toi, quand tu fais ta purée, tu mets environ 400 centilitres de lait. Imagine que tu verses cette dose maintenant 250 000 fois. Bon, je crois que c'est toujours pas mieux imagé, ma connerie. Bref, ça fait un max de bière. Vous vous doutez de ce qui a pu se passer. Une cuve en particulier est mise sous pression, elle explose, et une réaction en chaîne s'ensuit. Et voilà comment 1000 mètres cubes de bière ont déferlé dans les rues comme un tsunami de 5 mètres de haut. Ok, là c'est peut-être un petit peu mieux imagé. Dans un appart étudiant, on a quoi, 35-40 mètres cubes? Et bah, vous imaginez environ 25 logements étudiants de bière qui vous arrivent directement sur la gueule. C'est un raz-de-marée. Pensez aussi au bruit qui, dans des témoignages dans la presse de l'époque, se serait fait entendre dans un rayon de 8 km. Rappelez-vous qu'on parle pas d'un réel tsunami ou d'un accident à la centrale nucléaire, là. On parle de tonneaux de bière qui ont explosé. Tu relativiseras la prochaine fois quand ton pote Kevin il va te ramener un flux un petit peu trop gros en soirée. Bon, vous vous en doutez, dans tout ça, on a eu des victimes. À commencer par les propres employés de la brasserie. George Crick, pour commencer, qui soit dit en passant avait déjà repéré le problème, mais s'était fait rassurer par son patron par un simple « Mais non, les anocettes, tu dis ? Va donc nettoyer la merde de ce bon vieux Jensen. » Ou un truc dans le genre. Bref, ce George, il aura la jambe gauche brisée. Et là encore, c'est rien comparé aux 8 morts que l'on décompte. Derrière la brasserie, on a un mur de 25 mètres de haut qui a fini brisé, tout comme 2 maisons dans la rue voisine. J'arrive pas à m'empêcher de penser à la dame dans sa maison qui était en train de prendre le thé très tranquillement avec sa fille de 4 ans. Oui, c'est une histoire vraie, hein, rassurez-vous, elle a survécu. Enfin, la mère, pas la gamine, mais la mère, oui. Et cette dame se retrouve à l'assurance à devoir expliquer comment sa maison a été détruite par une vague de 5 mètres de haut de bière brune. Mais quand on a des litres de bière comme ça dans un quartier de Rouston, vous croyez qu'il se passe quoi? Et bah, les gens se servent à boire à même le sol. Évidemment,
Évidemment, moi j'aurais léché les pavés à leur place aux gars. Un mort supplémentaire. Et oui, tout d'abord, notez que la présence abondante d'alcooliques dans les rues a ralenti l'arrivée des secours. Mais à côté de ça, on a une jeune femme qui est morte d'empoisonnement. En même temps, est-ce qu'on peut citer les nombreux rats victimes de cette tragédie et qui flottent maintenant en se décomposant dans la bière que les gens sont en train de boire? Et on avait aussi des ordures qui flottaient forcément. Bon, je ne serais peut-être pas risqué du coup. Bref, le lendemain, un journal local parlera d'un incident semblable à un séisme ou un incendie, et notons qu'il n'y a que des femmes et des enfants qui seront victimes de tout ça. Mais dans toute cette histoire, vous allez me demander comment ça s'est fini pour les propriétaires du bar. Et bah figurez-vous qu'ils ont été indemnisés par le Parlement britannique, puisque l'événement sera considéré comme un acte de Dieu par les tribunaux. Oui, et pour les proches des victimes, rien. Rien du tout. Si cette anecdote vous a fait passer l'envie de boire, attendez la suivante. On va rester au Royaume-Uni pour parler de la plus longue gueule de bois de l'histoire. Je suis quasiment certain que Bigard il a jamais fait mieux. Et lui mord les couilles. Le record appartient à un Écossais qui aurait souffert d'un mal de crâne de zinzin et de troubles de la vision très importants durant 4 semaines, avant que son état ne s'améliore puisqu'il aura enfin décidé d'aller consulter à l'hôpital. On parle d'un état de coma éthylique conscient là pour moi. Et le type attend 4 putains de semaines avant de se décider à aller voir un médecin. Dites-vous qu'en comparaison, il y a des types en France, ils vomissent une fois en soirée, ils veulent déjà aller aux urgences. Pour raconter les faits un petit peu en détail, ce qu'on sait, c'est que l'Écossais dont l'identité reste introuvable aurait bu pendant pas moins de 4 jours de fête. Il aurait bu, tenez-vous bien, 35 litres de bière en 4 jours. 60 bières selon notre champion lui-même. Je sais pas combien de litres il a dû pisser ni combien d'euros il a dû évacuer, mais je suis certain qu'il a pollué l'air ambiant de l'Écosse. Bon, revenons-en aux faits. Durant sa gueule de bois, il n'aurait jamais perdu connaissance et n'aurait présenté aucun problème neurologique, sanguinaire ou fiévreux, comme en témoignent les médecins de Glasgow eux-mêmes. Assez surprenant, c'est un ophtalmologue qui a finalement trouvé le problème. Le type avait des taches sur la rétine dues à une déshydratation sévère, à cause de l'alcool, ça va de soi. Tout ça aurait mené à une maladie assez rare appelée thrombose du sinus veineux cérébral. Oui, j'ai réussi à le dire. Et alors? Ouais, j'ai réussi. Ouais. Thrombose du sinus veineux cérébral. Et alors? 2 fois même. 2 fois. Et pour les détails, vous pourrez aller vous faire foutre. Ce qui reste à savoir, c'est que notre champion écossais a dû suivre un traitement de pas moins de 6 putains de mois pour retrouver la santé. Notez qu'il s'en sort très bien puisque cette thrombose du sinus cosinus des 8 couilles, là, ça peut tout simplement rendre le malade aveugle ou le conduire à une démence. La démence, c'est la folie. Bilan de la vidéo, cessez la bière, buvez du poulpi. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Calu, et d'ici là, moi je vous dis... Ouh... Seigneur Dieu, c'est pas facile. Salut! Mais pour l'instant, rapprochons-nous d'eux. Salut.